Au IXe siècle, les Arabes étendent leur réseau de traite toujours plus loin dans tous les territoires connectés à la Méditerranée, Caucase, Turquie, Balkans, Russie. De la Corne de l'Afrique, ils font remonter par le Nil des cargaisons entières de captifs éthiopiens et nubiens. Encore plus loin, des hauts plateaux de Somalie et de Tanzanie, des vagues d'esclaves surnommés les Zenj déferlent en Mésopotamie par l'océan Indien. Zenj est apparemment un mot persan, Zang. Ça signifiait noir. Et lorsque les esclaves ont commencé à être amenés en masse dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak, il y en avait tellement, proportionnellement, qui venaient de cette partie de la côte, que le mot Zenj a commencé à être utilisé pour désigner les esclaves en général. Peu à peu, le nombre d'esclaves devient si important que des émeutes éclatent le long des rives de l'Euphrate et du Tigre. En 869, les Zenj prennent les armes et montent une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. À la tête de ces bataillons d'esclaves, un ancien haut dignitaire du régime abbasside, Ali Muhammad. Ce qu'on sait de cette révolte, c'est que bon nombre de ses participants, voire la majorité, n'étaient ni africains ni Zenj. Il y avait des Nubiens. Le principal leader de cette révolte était un Arabe dont la mère était une ancienne concubine indienne. Cela laisse imaginer la complexité démographique de l'époque. Ali ibn Muhammad était un homme plutôt érudit, mais le régime des Abbassides l'a déçu. Et quand il est allé à Bassora, il s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'esclaves qui travaillaient dans les fermes. Il a enquêté et il a découvert à quel point leurs conditions de vie étaient difficiles. Ils étaient tellement mécontents qu'il s'est dit que c'était le groupe le plus rebelle et qu'on pourrait le mobiliser pour une révolution. Ali Muhammad se leva et promit aux esclaves qu'il les mènerait et leur donnerait des terres. Il leur fit le serment de ne jamais les trahir. Ali convoqua ensuite leur maître et leur dit « Je voulais vous couper la tête à tous pour vous punir de la manière dont vous avez traité ces esclaves, avec arrogance et coercition. » Quand il a vu ce grand rassemblement, il en a profité pour bloquer toutes les rues, les routes et les allées, afin d'éviter que quiconque ne s'échappe. Avec sa fourberie habituelle, il a donné l'ordre à ses troupes de tuer tout le monde. Et à de rares exceptions près, tous les gens présents furent exterminés. Cette révolte d'esclaves a failli réussir. Ils ont régné sur une grande partie du royaume pendant 14 ans. Et ils ont presque renversé la dynastie. Le régime craignait qu'une telle concentration de main-d'œuvre esclave puisse s'avérer politiquement dangereuse pour l'État, et même pour la société. Parce que ce n'était pas seulement l'État qu'on renversait, mais la société tout entière. Ça a été comme un coup d'arrêt, parce que cette révolte, qui a duré plus d'une dizaine d'années, a provoqué un tel bouleversement qu'elle a apparemment contribué à l'effondrement du commerce dans l'océan Indien occidental. Les armées du régime déploient toutes leurs forces pour réprimer la rébellion. Entre 500 000 et 1 million d'esclaves sont massacrés dans les plaines de Mésopotamie. La révolte des Zenj s'achève dans un bain de sang. Malgré son échec, ce soulèvement précipite le déclin de Bagdad au profit d'une autre cité, le Caire, nouvelle capitale de l'Empire. On trouve également des descendants d'Africains dans l'ensemble du monde de l'océan Indien. Je considère en fait l'océan lui-même comme une autoroute de la migration.
en l'occurrence la migration forcée, le mouvement de personnes en tant que marchandises, à travers un axe qui relie réellement l'Asie à l'Afrique. Des lieux tels que les Maldives, chaîne d'îles au milieu de l'océan, doivent à coup sûr être franchis pour gagner le Sri Lanka ou la côte occidentale de l'Inde. Et bien évidemment, si l'on veut aller vers l'Inde orientale, vers la baie du Bengale. C'est à peine surprenant, étant donné la situation des Maldives et les traditions anciennes en matière de navigation maritime, qu'il y ait là des Africains. Par ailleurs, les Maldives furent la source de la monnaie utilisée non seulement dans l'océan Indien, mais aussi dans l'Atlantique pour acheter des Africains, les Coris. Ces coquillages étaient transportés par exemple par l'East India Company à Londres pour être distribués aux compagnies londoniennes qui se livraient à la traite. Il existe donc incontestablement certains liens qui enjambent de très longues périodes de temps. Lorsque les Européens commencèrent à se livrer à l'esclavage pour développer les îles de l'océan Indien, les Africains, bien qu'ils ne fussent pas les seules victimes, constituaient néanmoins l'immense majorité. Je voudrais rappeler qu'il y a eu deux courants pour l'esclavage dans cette zone, dans la région océan Indien, dans la zone océan Indien. Il y a le courant développé par les anciens Arabes, qui étaient là depuis, donc c'est plus ancien. Mais il y a le deuxième courant qui est arrivé avec l'avènement des Européens au XVIe, XVIIe siècle, établi. Et lorsque les îles Mascareignes ont été découvertes et apparemment vides, ils avaient voulu donc peupler et valoriser et développer ces îles. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un trafic encore amplifié, donc mettant en contribution les deux courants et finalement multipliant encore les victimes. Donc, il me semble, enfin je l'ai dit et je le soutiens encore une fois, que les Maquas dont il a été question dans ma thèse ont servi de pont biologique entre le continent africain, les îles Comores, Madagascar et les Mascareignes. Aux environs du 6e et du 7e siècle, c'était la venue d'immigrants de la péninsule arabique. Les Arabes se sont installés dans la région du sud-est. Ils ont laissé le sourabé, des parchemins rédigés en lettres arabes, des secrets de divination, de l'astrologie, de la médecine. Maurice, du fait de sa situation stratégique, joua un rôle clé dans la traite mondiale des esclaves. Une des particularités de la traite d'esclaves dans l'océan Indien, c'est que la population servile n'était pas composée uniquement d'esclaves africains. Il y avait aussi une traite d'esclaves issus de l'Inde et du sud-est asiatique. Et on connaît en outre l'importance des esclaves malais au Cap de Bonne-Espérance sous l'occupation néerlandaise. Plus tard, les Africains portés par les Arabes qui pratiquaient la traite des esclaves, des peuples venus de l'Afrique de l'Est, de Mozambique en particulier, d'origine bantoue. Il faut aussi souligner l'importance de Madagascar dans les réseaux de traite établis dans l'océan Indien. Nous avons des origines, des esclaves d'origine malgache. D'où l'importance des éléments culturels malgaches dans la culture des îles créoles de l'océan Indien. Mais nous avons eu également l'épisode des razzias malgaches. Les malgaches qui avaient été utilisés comme trafiquants, qui attaquaient et les Comores et la côte africaine pour capturer également des esclaves. Mais on considère également, on constate qu'il y a eu tout un trafic qui avait été mis en place, qui avait très ancien. Ainsi, par exemple, aux Mascareignes, les Comores ont servi de transit et des gens venus du Mozambique transitent aux Comores 1 ou 2 jours avant de continuer la route vers les Mascareignes. Au XVIe siècle, les Portugais s'installèrent, entretenant des rapports complexes de suzeraineté, de collaboration et d'hostilité. La reconquête par les Omanais, venus de la pointe de l'Arabie au XVIIe siècle, fait entrer Zanzibar dans l'histoire. La suzeraineté de l'imam de Mascate Oman s'exerce de loin par l'intermédiaire de quelques descendants arabes locaux et d'une poignée d'émigrés d'Oman. Les sultans des Comores ont été des acteurs assez importants. Ce sont les sultans
comme le sultan les Abdallah en juin, Mounimkou à la Grande Comore, pour ne citer que ces deux exemples-là, ce sont des gens qui ont participé, et toujours est-il qu'on nous dit souvent que il y a des villages qui sont nés au moment de Mounimkou, qui a ramené ces Noirs d'Afrique, qui a ramené aussi des plantes alimentaires. Voilà, on met à contribution donc ces éléments. Donc voilà, il y a eu un trafic très important. Le commerce des esclaves au 19e siècle a été très intense, mais nous avons connu également un trafic clandestin qui avait été organisé par les soins donc des autorités coloniales qui avaient besoin donc d'une main-d'œuvre pour continuer à travailler dans les îles Mascarenes. Et dans ce cadre-là, les Comores ont contribué également dans ce trafic. Il a été estimé qu'environ 13% des esclaves étaient issus de l'Inde. Les Indo-Pakistanais sont venus à peu près dans les mêmes périodes que les Arabes. Ils sont établis dans la région du Bouin, à l'ouest de l'île.